Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. C'est encore un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans ce rendez-vous du journal parlé. Bonjour et bienvenue. Au micro, vous êtes avec Bob Rugurika. Voici le sommaire de ce journal. La ministre du Commerce récemment limogée aurait été victime d'un bras de fer entre les caciques du régime CNDD-FDD suite à des pratiques de trafic d'influence. Vous aurez le détail dans ce journal. Et puis, différentes catégories d'armes ont été retrouvées aujourd'hui en province Cibitoke chez un responsable de la milice Imbonerakure. Et puis, droits de l'homme. Des populations déplacées dans le site de Mutaro en province de Gitega accusent les policiers du coin de traitement inhumain et dégradant. Vous aurez le témoignage d'un de ces déplacés. Bonjour, je vous le disais dans les titres, la destitution de la ministre Immaculée Ndabaneze n'aurait rien à voir avec la vente de l'épave Aircraft, comme d'aucuns le pensent. Les informations que la RPA détient de certains agents du service secret burundais et des employés de la présidence parlent plutôt d'un conflit entre des caciques du pouvoir CNDD-FDD, le point avec Aimable Nishimwe. L'avion Aircraft avait été acheté par l'ancienne compagnie Air Burundi sur crédit de la banque Median Biao Bank Burundi. Cette épave était en panne depuis 12 ans et était couverte de bâches à l'aéroport de Bujumbura. Les informations fournies par des cadres de la présidence de la République du Burundi indiquent qu'une somme d'1,5 milliard de francs burundais était débloquée chaque année, une somme qui était destinée à l'entretien de cette épave. Récemment, l'État du Burundi a décidé de fusionner les deux sociétés, Sobugeya et Air Burundi. Avant la réalisation de ce projet, les biens de l'entreprise Air Burundi devaient être vendus pour être en ordre avec les actionnaires, comme c'était une société publique de droit privé. C'est dans cette optique qu'en 2017, une expertise a été faite pour donner la valeur de la dite épave et la valeur est tombée à 450 000 $ américains. Avec la mise en application de la fusion Air Burundi Sobugeya, une commission qui était chargée du projet a transmis le rapport à la ministre du Commerce, Transport, Industrie et Tourisme, rapport qu'elle aurait à son tour présenté au Conseil des ministres pour validation. C'est ainsi alors qu'un homme d'affaires sud-africain a promis d'acheter l'épave en donnant un montant de 50 000 $ américains en guise de manifestation d'intérêt. Les mêmes sources font savoir que ce montant aurait été versé sur les comptes de la banque Median Biao Bank Burundi afin de rembourser le crédit qui avait été octroyé pour l'achat de l'épave. Selon des sources proches du régime, c'est ce montant qui aurait poussé plus d'un à s'interroger sur sa destination et de s'imaginer la suite. Il s'en suivra donc la décision de la destitution de la ministre Ndabaneze. Les mêmes sources proches du pouvoir indiquent que deux grands ténors du régime en place sont dans la danse. Il s'agit du Premier ministre, le général Alain Guillaume Bunyoni, et le chef de cabinet civil à la présidence de la République du Burundi, le général Gabriel Nizigama, surnommé Tibia. D'après donc ces sources, le ministre Immaculée Ndabaneze aurait été victime de la course d'influence entre ces deux hautes autorités du pays, ce qui serait d'ailleurs à l'origine de sa destitution spontanée, suivie de sa détention pendant 24 heures au cachot du service national des renseignements avant d'être libéré. Merci Aimable Nishimwe. Parlons sécurité à présent. Des armes et des tenues militaires et policières ont été saisies ce mardi matin au domicile du chef des Imbonerakure de la colline Murambi, commune Buganda en province de Cibitoke, étant donné que le détenteur a pu échapper à la police. Les habitants de cette localité vivent actuellement dans une peur panique, craignant que cet Imbonerakure ne soit pas le seul à être en possession d'armes à feu. Les détails avec Francine Mahoro. Cette fouille et perquisition a été opérée vers 6h30 du matin au domicile d'un certain Meshake, chef des Imbonerakure de la colline Murambi. Selon un des habitants de la place qui s'est entretenu avec la RPA, plusieurs effets militaires et policiers ont été saisis.
Ces armes étaient composées de 8 grenades. D'autres effets militaires saisis étaient constitués de 4 bottines militaires et 21 policiers. Aussi, un carton contenant des cartouches a été retrouvé chez lui, mais nous n'avons pas su les nombres car la police les a tout de suite emportés. En plus de ces armes et habits, un carton plein de médicaments a également été saisi, ce qui n'a fait qu'accentuer la peur de la population de la place qui crée pour sa sécurité. En tant qu'habitat de cette localité, cette situation a créé en nous un sentiment de peur qui fait que nous avons déjà entendu que les Imbonerakure ont reçu des armes qui sont utilisées pour tuer des gens. Vous avez souvent vu à TikTok que des corps sans vie, des personnes ont été retrouvées sur la rivière Russie et vous avez aussi entendu d'autres personnes portées disparues. Nous sommes alors inquiets que ces armes vont continuer à décimer les nôtres. Pour le moment, les habitants de Mulambi trouvent qu'il ne suffit pas seulement d'opérer des saisies, mais qu'il faut aussi mettre la main sur le détenteur de ces armes, afin qu'il soit traduit en justice. Nous demandons au président du pays de nous aider à ce que de telles personnes soient toujours arrêtées et mises devant la justice afin qu'il lui demande où a-t-il trouvé ses armes, où allait-il les amener, car je ne peux pas comprendre comment il peut avoir à sa possession des tenues policières sans qu'il n'ait des relations avec des policiers. Vous saurez que tout ce qui a été saisi au domicile de ce responsable de la jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a par après été acheminé à la brigade de Chibitoke, escorté par le commissaire de police à Chibitoke surnommé Magazé. Merci également Francine et Mahoro. Parlons toujours sécurité. Environ 300 Imbonerakure armés qui venaient de passer 3 jours dans les enceintes du stade de Mugina seraient tous partis pour une destination jusque-là inconnue dans la soirée de ce lundi. Les habitants de cette commune de la province Chibitoke indiquent qu'à partir de ce mardi, les va-et-vient de la population aux alentours du stade sont redevenus normaux. Certains habitants qui résident aux alentours du stade indiquent qu'ils ont entendu des bruits de véhicules autour du stade la nuit dernière. Nous n'avons pas pu joindre toujours l'administrateur de la commune Mugina, Julien Ndaï Haya, pour plus d'éclaircissement sur ces Imbonerakure en tenue militaire et armée. Les habitants du site des déplacés de Mutaho, en province d'Itega, dénoncent les actes de violation des droits humains dont ils sont victimes. Le cas récent que donnent ces déplacés intérieurs est celui d'un jeune chauffeur de ce site arrêté samedi dernier et puis torturé au cachot de la police, accusé d'avoir tenté de foncer sur une barrière policière vers la fin du mois d'avril dernier. Le jeune chauffeur avait déjà été sanctionné d'une amende pour l'infraction dont il est reproché. Ces habitants du site Mutaho demandent que ces policiers responsables de cette violation soient punis conformément à la loi. Je propose de suivre le témoignage d'un de ces habitants du site des déplacés de Mutaho. Nous, les jeunes du site de déplacés de Mutaho, sommes préoccupés par une tension qui règne entre nous et les policiers du commissariat communal. Ce climat malsain a été déclenché par l'arrestation d'un jeune chauffeur de ce site prénommé Gérard, alias Moussoumari, par les policiers samedi dernier. Il a été conduit manu militari au cachot de la police et il a été ligoté à l'aide des cordes et d'une menotte. Il a été ensuite torturé toute la nuit, accusé d'avoir essayé de cogner une barrière policière le 24 avril dernier. Pourtant, ce jeune chauffeur de taxi de type Probox avait déjà été puni. Il a payé une amende il y a 2 semaines. Ce dimanche, les proches du jeune homme l'ont trouvé dans un état déplorable avec des traces de fouet sur son corps. Il ne pouvait pas s'asseoir. Après avoir négocié avec le commissaire communal, ils l'ont récupéré pour le faire soigner à l'hôpital. C'est ainsi qu'il a été libéré après avoir suivi des traitements médicaux. 2 policiers prennent le devant
dans ces actes de violation des droits humains, un surnommé Wariyoba et un nommé Daïdzeye. Nous demandons aux autorités du pays de prendre des mesures contraignantes à l'endroit des policiers qui se sont arrogés le droit de maltraiter la population. Nous sommes également préoccupés par des propos menaçants proférés par les mêmes policiers à l'endroit des jeunes du site de déplacés de Mutao, comme quoi nous ne sommes pas plus forts que les jeunes de Musaga. Ils se vantent qu'ils ont fusillé et massacré, qu'ils vont faire la même chose sur nous. Nous avons aussi appris qu'il y a des mandats d'arrêt qui sont pris pour certains jeunes de ce site. Une courte pause et nous entamons la rubrique économie. Le sucre reste introuvable ce mardi à mairie de Bujumbura malgré les promesses du chargé de vente à la société sucrière de Mosso, Sosumo en sigle. Jusqu'à 14 heures, certains employés des alimentations situées en plein centre-ville de Bujumbura ont signalé à la rédaction de la RPA qu'ils n'avaient pas encore été servis. Dans les quartiers périphériques, certains commerçants contactés par la rédaction nous ont confié qu'ils étaient même prêts à acheter à 150 000 francs un sac qui coûte normalement 118 000 francs. La ville d'Ongozi, elle a été servie de l'avant-midi de ce mardi, quoique en qualité insuffisante. Une source de la RPA à Sosumon a indiqué que la distribution du sucre va se poursuivre jusqu'à couvrir toute la ville de Bujumbura et qu'elle sera supervisée par l'administration. Au chapitre toujours de la problématique des prix, les prix des boissons de la Braroudi ne sont toujours pas respectés, bien qu'ils aient été revus à la hausse depuis ce dimanche. À cette hausse illicite des prix s'ajoute une carence généralisée de plusieurs des boissons produites par cette usine. À titre d'exemple, l'Amstel Royal se vend à 2500 francs alors que le prix officiel est de 2200, tandis que l'Amstel Bock coûte entre 2000 et 2500 francs burundais alors que le prix officiel est de 1400 francs. Le ministère du Commerce multiplie les mises en garde, mais sur terrain, la situation ne change pas. Eric Nyonzima pour plus de détails. La récente hausse des prix de certaines boissons produites par la Braroudi n'a rien changé, puisque certaines boissons restent introuvables. Là où il y en a encore, les prix officiels ne sont pas respectés. À propos des boissons gazeuses, la pénurie persiste sauf pour les Fanta Citron ou ceux de Coca Zéro. Là aussi, en quantité insuffisante. Pour les Fanta Orange, cela fait plus de 2 ans qu'ils ont disparu sur le marché. Le prix officiel de 800 francs par bouteille n'est pas toujours respecté, qu'ils sont vendus à 1000 francs par bouteille. Pour l'Amstel Royal, il est vendu entre 2500 et 3000, alors que le prix officiel est de 2200 francs. Pour l'Amstel Bock, la situation est catastrophique, puisqu'il s'achète à 2500. Pour l'Amstel communément appelé Béchou, le prix officiel est de 1400, mais il est vendu à 1700 francs. La situation reste inchangée, malgré les mises en garde répétitives du ministère en charge du commerce. Les consommateurs de ces produits demandent au gouvernement de faire respecter ces mesures. Les prix ne sont pas respectés et la pénurie de ces boissons continue à s'observer. En mairie de Bujumbura, notre collègue Eloge Kwizera a fait le tour pour nous. La décision de revoir à la hausse certains produits de la Braroudi avait suscité une ruelle d'espoir chez les consommateurs qui pensent que cela allait mettre fin à la pénurie répétitive de certaines boissons. Mais malheureusement, rien n'a toujours pas changé. La RPA a fait le tour dans la ville de Bujumbura. Le constat est que les produits Braroudi continuent à se faire de plus en plus rares. En témoigne la longue file de taxis vélos qui passaient de quartier en quartier à la recherche d'improbables lieux d'approvisionnement. Cet habitat révèle qu'il est très difficile de trouver certaines boissons, surtout dans les quartiers périphériques. Ce qui est sidérant, c'est que la pénurie des boissons s'est accentuée depuis la récente montée des prix. Les gens se lamentent beaucoup dans des bars. Même les petits commerçants confirment cette pénurie des produits Braroudi. Cela serait dit aux grossistes qui spéculent pour leurs propres intérêts, d'où les petits commerçants se voient contraints de majorer les prix pour ne pas travailler à perte. Pour nous les petits commerçants, il nous est difficile de respecter les prix officiels, car normalement tu ne peux pas vendre une bouteille au prix fixé par la Braroudi, alors que pour obtenir ces boissons, tu dois dépenser beaucoup d'argent pour le transport à vélo. Autre chose,
Les boissons disponibles sont en petite quantité et certains grossistes qui ont des bistrots commencent d'abord par s'approvisionner eux-mêmes et ce en grande quantité. Pour rappel, cette pénurie s'observe également sur d'autres produits Braroudi qui n'ont pas fait l'objet de cette récente hausse des prix. La RPA a tenté de joindre Lemina Chimier, chargé de la communication au CEDORA Braroudi, ainsi que le secrétaire permanent du ministère du Commerce, Mézanve. Et toujours à propos de la problématique des prix, certaines industries implantées au Burundi ne sont plus d'une grande utilité pour le peuple. Ce dernier pense que les seuls à en profiter sont les propriétaires et de hauts responsables du pays. Le point avec Jean-Marie Rukundo. La Susumo qui fabrique le sucre, Fomi qui fabrique différentes sortes d'engrais chimiques, la Braroudi qui produit les boissons ainsi que l'industrie de ciment ou seco sont certaines des grandes industries du Burundi. Toutefois, ces derniers jours, la population déplore que les produits fabriqués par ces industries ne leur parviennent pas. À titre d'exemple, certains habitants de la province de Rumonge se lamentent contre la Braroudi et la Sosumo. En peu de mots, avant la situation sur terrain, nous pouvons dire que le ciment produit par Buseco est au moins disponible sur le marché, mais à un prix exorbitant. Mais la Braroudi ne sert que certaines personnes, car nous voyons que les camions peuvent sortir de la Braroudi étant pleins de boissons, mais se dirigent toutefois vers Rumonge, où certains camions prennent la direction de Nyanzalak et d'autres se rendent à Rumonge. Par la suite, ces boissons sont embarquées dans des bateaux à destination de la RDC. La situation s'empire avec le sucre de la Susumo. Aujourd'hui, 1 kilo de sucre se vend en cachette à 5 000 francs burundais. La même situation prévaut en province Chibitoke. Selon les habitants de cette localité, le sucre est devenu une denrée très rare à trouver. Certains affirment que les produits de Buseco et de Fomi sont parfois disponibles sur le marché, mais à un prix exorbitant. L'engrais chimique produit par Fomi n'est pas régulièrement disponible sur le marché, ce qui ne nous facilite pas la tâche. Le ciment est disponible, mais le sac se vend à 25 000 francs, alors que le prix officiel est de 22 500 francs. Ainsi, la population indique que les industries telles que la Braroudi ne se préoccupent pas de leur clientèle, mais travaillent plutôt pour contenter une poignée de personnes. Nous voyons que, par exemple, l'industrie Braroudi ne génère des profits et des avantages que pour certaines hautes autorités, car ces camions pleins de boissons sont commandés par certaines personnalités et ces boissons sont embarquées dans des bateaux se trouvant sur le port de Rumonge et d'autres sur le port de Kawonga. Ainsi, les familles qui vivent du commerce des produits fabriqués par ces industries sont actuellement dans une situation très précaire. Une courte pause et nous parlons santé dans quelques secondes. Le Burundi compte rouvrir le poste frontalier de Gatumba entre le Burundi et la République démocratique du Congo dans une réunion tenue ce lundi avec le Comité national de la gestion Covid-19. Le ministre de la Santé publique Tadei Ndikumana a fait savoir que cette mesure va faciliter les échanges commerciaux et les soins de santé aux populations de ces deux pays. Suivez plutôt Tadei Ndikumana. Nous avons analysé ensemble les voies et moyens pour pouvoir ouvrir le poste frontalier de Gatumba, parce que nous avons vu que parmi les personnes qui sont dépistées positives, il y a même des compatriotes congolais qui demandent la permission pour pouvoir venir se soigner. Alors aussi il y a la population burundaise, congolaise qui voudrait toujours continuer à vaquer aux occupations de business transfrontalier. Alors, il a été suggéré qu'on puisse se préparer, construire des bâtisses au niveau du poste frontalier de Gatumba. Rapidement, il y a une ordonnance tripartite qui est en train d'être préparée pour préciser les modalités. Certainement que la population qui voudra venir va contribuer pour pouvoir avoir des tests suffisants. Il y a à peu près 10 000 Congolais qui entrent par jour, ce qui suppose qu'on doit se préparer en conséquence. À la même occasion, le ministre Tadei Ndikumana a indiqué qu'un don de 17 millions de dollars américains sera également accordé au Burundi par le Fonds mondial contre le sida, le paludisme et la tuberculose dans le cadre d'appui à la campagne de dépistage de la Covid-19. Suivez encore une fois le ministre de la Santé.
Nous avons aussi validé un projet qui va être soumis au Fonds mondial contre le sida, le paludisme et la tuberculose et dans la riposte contre le Covid-19 parce que le Fonds mondial a hautement apprécié et des mesures qui ont été prises qui visent à faire le dépistage massif. Donc ils ont accordé un don de financement à peu près 17 millions de dollars, mais qui sera en 2 tranches. Nous avons élaboré un projet en urgence pour à peu près 1,2 million de dollars qui va servir uniquement pour l'achat de tests rapides. Il a été décidé qu'on puisse organiser des journées de dépistage pour les fonctionnaires de l'État, mais aussi des élèves externes. La première partie sera soumise demain et l'autre partie sera soumise au mois de juin. C'est ainsi qu'il a été recommandé par le Fonds mondial que ça soit aussi validé par le Comité national de prévention de riposte contre le Covid, ce qui a été fait. Bien que le ministre Tadej Ndikumana se félicite du pas franchi en matière de lutte contre la Covid-19, cette pandémie continue à se propager dans différents quartiers de la ville de Gitega. L'on parle d'au moins 5 cas positifs détectés chaque jour. Le point avec Aimable Nishimwe. La Covid-19 menace particulièrement les habitants des quartiers Yoba, Magarama, Nyamugari, Chatanya, Karera et Nhobge. Les informations en provenance de la ville de Gitega indiquent que plus de 5 personnes sont testées positives chaque jour. Selon nos sources, entre 90 et 120 sont dépistées par jour, si en total avoisinant 300 qui se présentent au centre de dépistage. Beaucoup parmi eux retournent chez eux sans être dépistés. Les personnes testées positives sont renvoyées pour suivre le traitement chez elles, ce qui favoriserait la propagation à grande du virus, comme il n'y a même pas de suivi médical à domicile. Auparavant, selon nos sources, les patients étaient admis dans un hôpital régional de Gitega. À cause du débordement, les cas positifs étaient souvent transférés au centre de développement familial CDF. Aujourd'hui, le CDF est également saturé, raison pour laquelle les patients sont obligés à rentrer chez eux. Actuellement, plus de 90 patients testés positifs prennent des médicaments à domicile, selon nos sources à Gitega. Pire encore, dans la province Gitega, il y a un manque criant de matériel de dépistage de la Covid-19, selon toujours nos sources. Les habitants de cette province demandent que ce problème soit résolu pour que les candidats au dépistage soient tous servis, d'autant plus que la plupart d'entre eux présentent déjà des symptômes. Dans cette province de Gitega, les gestes barrières exigés, comme le lavage des mains au savon et la distanciation physique, ne sont plus respectés. Et toujours à propos de la santé, les sinistrés de Gatumba, de plus en plus exposés à la dépression et aux diverses maladies liées au manque d'hygiène, c'est du moins la lecture faite par le docteur Juvenal Habarugira. Pour son médecin, si rien n'est fait pour remédier à cette situation, la promiscuité pourrait favoriser les abus sexuels et accentuer les risques de contamination aux maladies sexuellement transmissibles, dont le sida. Ces eaux qui envahissent le littoral du lac Tanganyika actuellement prennent les eaux des toilettes, prennent les déchets qui se trouvent dans les toilettes des ménages qui ont pris résidence. Ces déchets, ils vont générer alors des maladies liées au péril fécal, telles que la dysenterie bacillaire, le choléra, les maladies diarrhéiques, surtout chez les tout jeunes enfants, mais aussi qui propagent des maladies qui jusque-là étaient contenues, comme la bilharziose, les vers intestinaux et les autres. Et ça, c'est pour les effets immédiats de cette inondation. Évidemment, comme c'est une catastrophe, la population du littoral du lac Tanganyika se voit obligée de déménager brutalement, de déménager vers n'importe quel lieu, mais dans des conditions déplorables. Si bien qu'il y a une deuxième forme de maladie développée après, là où ces populations sont rassemblées, ce sont souvent des hébergements de fortune qui facilitent la promiscuité, qui facilitent le manque d'hygiène, qui facilite aussi le risque de grossesse non désirée, le risque de contamination par les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi les maladies des voies respiratoires. Nous sommes dans une période un peu particulière du Covid-19. C'est donc un terrain propice pour une telle propagation avec la promiscuité. En bref, avec ces déplacements massifs et avec cette promiscuité, il y a lieu de voir les cas de tuberculose surgir, il y a lieu de voir les maladies de la peau, comme la gale, comme la varicelle, comme toute la gamme de maladies cutanées, contagieuses, développées avec la promiscuité, avec évidemment, sur le long terme, des maladies liées à la sous-alimentation, le marasme, le kwashiorkor, qui affecte sévèrement les jeunes cerveaux des enfants de moins de 3 ans, et les femmes enceintes et les autres, qui en payent le prix. Alors, je pense qu'au niveau du gouvernement, la première chose serait d'abord de les assister avec un kit d'hygiène, avec une alimentation non fiscale de fortune, mais aussi par une assistance médicale qui détecte précocement les maladies que j'ai évoquées.
Une courte pause et nous parlons éducation. RPA. Dans notre série de reportages sur la vie que mènent les enseignants, la RPA vous parle aujourd'hui des problèmes auxquels font face les enseignants qui travaillent loin de leur famille, ont des problèmes majeurs signalés et la difficulté de pouvoir couvrir toutes leurs dépenses. Le point avec Dani Claire Ilatkumba. Selon des enseignants mis loin de sa famille, il explique la vie qu'il mène, lui et ses collègues, également redéployés loin de chez eux. Souvent, ces enseignants ont des difficultés pour se rationner la mi-journée durant la pause. Ceux qui en sont capables ne sont pas nombreux. Celui qui a peu de moyens mange au restaurant et celui qui n'en a pas, il passe toute la journée sans rien mettre sous la dent. La situation est compliquée car la vie est chère. Mais pour qu'à la maison, il puisse manger tous les jours, c'est pas chose facile. Il ne peut pas donc avoir les moyens pour satisfaire ses besoins. Il arrive de fois que ces enseignants soient obligés de ne pas rentrer et trouver où dormir, un problème que ces enseignants estiment qu'il peut être résolu par certaines écoles. Ils demandent un maquis aux amis qui résident dans la localité. Actuellement, il n'y en a plus d'écoles qui ont des hommes comme c'était avant. Les écoles constituaient des hommes pour enseignants. Et le quartier des chambres était assuré par le gouvernement. Mais actuellement, trop peu d'écoles ont gardé ce système. La situation est vraiment difficile. Et si toutes les options échouent, certains enseignants s'absentent. Il y en a même qui s'absentent sans le vouloir à cause des problèmes familiaux. Au final, ce sont les élèves qui en payent de lourdes conséquences. Parlons sport pour clore ce journal. Le Burundi ne possède aucun stade répondant aux normes internationales, c'est du moins ce qui ressort de la liste des stades approuvés par la Confédération africaine de football, CAF en sigle, publiée ce dimanche. Pour rappel, le Burundi avait failli délocaliser le match qui a opposé le 26 mars dernier à la République centrafricaine après la suspension de 2 stades Inouari et Urukundo par la Confédération africaine de football. Après inspection, la CAF avait estimé que certains stades africains, dont ceux du Burundi, ne sont pas habilités à accueillir une compétition internationale. Des dérogations avaient finalement été accordées à ces pays africains pour permettre à ces matchs de se tenir. Voilà, mesdames et messieurs, point final à ce journal. Merci beaucoup pour votre aimable écoute. Merci à la cabine technique et à l'équipe rédactionnelle pour la réalisation de ce journal. Prochain rendez-vous de ce journal, ce sera demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout restez prudents.